Bienvenue sur ce... On coupera pas. Bienvenue sur ce C'est pas nouveau n'importe format. On va faire une hebdomadaire toutes les semaines. John et moi, on va se parler et on va discuter de l'actualité qui a retenu notre attention, tout simplement, dans le monde du MMA, dans le monde des sports de combat. Et on a besoin d'un nom de format. Moi, je pensais ce main event pour semaine, tu vois, Ok, toutes les semaines. pas mal, pas mal, pas Voilà, si mal. c'est pas mal, on peut garder ça. Et on commence directement après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. John, je viens de faire un podcast avec Aldric sur le sujet, mais j'avais envie de te poser la question à toi. Francis Ngannou, son retour le 19 octobre contre Renan Ferreira, comment est-ce que toi tu l'as ressenti en tant que fan? Voilà. Je suis content de commencer par ça parce que pour moi, c'est pas un secret, je trouve que Francis Ngannou a la vie la plus incroyable que j'ai jamais entendue. Je crois que si j'avais vu un film là-dessus, je me suis dit, ouais, ils ont abusé dans le script. Donc, ouais, moi, je suis fan, franchement, je suis fan, mais j'ai peur pour lui. Sincèrement, je sais que Francis Ngannou, voilà, c'est Francis Ngannou, mais il y a tellement de facteurs qui me font vraiment peur. Donc, je crois qu'il a 38 ans maintenant. 2, il sort de la plus grosse difficulté qu'un homme peut rencontrer dans sa vie, je pense, avec la perte de son enfant, qui peut, et ça c'est à voir, qui peut être une source de motivation parce qu'il a dit à Eric Nicksick, celle-là c'est pour lui. Ouais. Et donc c'est possible qu'il se donne vraiment à fond pour pouvoir faire quelque chose d'exceptionnel. Et c'est un des points que j'aimerais mentionner. Puis le troisième, il sort je crois que c'est même plusieurs KO contre Joshua. Parce que, en fait, si je me rappelle bien, je crois que c'est Clément Marcoux qui en parlait. C'est le problème lorsque tu as une commotion. Si tu en as une juste après, c'est vraiment très très fort. Et le problème, c'est ça, c'est que je pense qu'il a déjà, il s'en prend une round 1, et je pense qu'il en prend, il prend encore cher après. Donc, ça me fait vraiment très peur cette partie-là. Et surtout que c'est quelque chose qu'il connaît pas au final. Et puis, ensuite, la personne qui l'affronte, c'est pas n'importe qui, je trouve. C'est juste parce que on suit tellement l'UFC et qu'on a tellement les gens de l'UFC, mais en termes de puissance, bon, il a pas la puissance d'Ngannou, mais bon, c'est quelqu'un qui frappe fort, qui a une plus longue allonge, qui est extrêmement athlétique et qui est dans une dynamique qui est tout à fait différente où il peut devenir une star et de dire je suis la personne qui a éteint Francis Ngannou, qui a fini sa carrière en MMA, etc., etc. Il va y avoir pas mal de spotlight sur lui. Donc, du coup, ça fait beaucoup de facteurs, mais il y a un facteur qui corrige tout. Et c'est pas les points de Ngannou. Pour moi, c'est plus jamais je parie contre Ngannou. Plus jamais. Je l'ai dit, à chaque fois, je me dis, c'est pas possible, il va pas savoir le faire. Et à chaque fois, il fait des dingueries monumentales. Donc moi, j'ai dit, j'arrête. Moi, je croirai toujours en lui, donc même s'il a tous les facteurs que j'ai mentionnés. Ouais, d'ailleurs, si tu fais un documentaire sur sa vie ou un film sur sa vie, ça doit être genre The Underdog Story, parce que c'est clairement ça. Le mec a été underdog dans la vie et il a toujours répondu, ou quasi toujours répondu à l'appel. Bon, ici, dans ce combat-là, il est favori. Alors, j'ai juste faire une petite parenthèse, parce que je sais qu'on va nous corriger en commentaire. On dit Ngannou, on dit pas Ngannou. Comme ça, on le retient pour la suite. On m'avait fait la remarque il y a très longtemps et depuis, c'est bien resté en tête. J'aime bien tout ce que tu as dit, puisque pour moi, ça fait un très bon résumé. Je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer Renan Ferreira, qui, comme tu l'as dit, est dans une très bonne dynamique dans sa carrière. Il est sur une belle série de victoires. Et les 2 dernières victoires sont très importantes pour lui. La finale du PFL l'année passée, plus le bragging right, comme il l'appelait, lors de l'événement PFL Champ contre Bellator Champ, où il a battu Ryan Bader de manière expéditive. Et en plus de ça, comme tu l'as dit, c'est le combat de sa vie. Donc en cas de victoire, il devient une superstar automatiquement. Donc lui, il aura très faim. Maintenant, Francis... Et il va gagner de l'argent aussi avec la clause que Francis a mis en place. Ouais. Et ça, quand même, tellement important. Et Francis, de son côté, comme tu l'as souligné, peu importe ce qui se passe dans sa vie, il a toujours répondu à l'appel. Il ne nous a jamais déçus.
Il y a juste contre Joshua, son dernier combat, où il y a des inquiétudes à avoir par rapport aux potentielles multiples commotions qu'il a eues sur la même soirée. Et voilà, c'est là où on a vu la différence entre MMA et boxe anglaise. On a vu qu'il y avait un monde d'écart. Tu peux être le meilleur en MMA si tu viens dans le monde de la boxe anglaise face au meilleur de la boxe anglaise, mais tu n'auras pas grand-chose à proposer. Bon, à part Fury, où voilà, c'est une Ouais, parenthèse extrêmement importante où il a proposé quelque chose bien sûr. d'incroyable. Mais justement, même là, il y a tellement de facteurs enfin, là, qu'on survole juste parce que c'est les news et que c'est pas un sujet dédié à ça. Mais rien que le fait qu'il se soit concentré autant de temps sur la boxe, que ça fait beaucoup de temps qu'il n'a pas fait de MMA, il y a pas mal de questions, on va dire. Mais si c'était pas Ngannou, je me poserais beaucoup plus de questions et en fait, j'ai vraiment confiance là-dessus. Par exemple, le fait qu'il soit riche. Maintenant, c'est le cas. Grâce à ces 2 combats de boxe, Mm. il a gagné beaucoup plus que dans toute sa carrière réunie. Enfin, déjà, en un seul combat de boxe, il a gagné beaucoup plus que tous ses combats réunis. Mm. Et donc, du coup, c'est même pas par nécessité. Donc, c'est plus la fin qui l'animait de pouvoir prouver que. Il doit plus prouver que c'est un champion. C'est une autre, c'est le PFL, donc c'est plus l'UFC, donc c'est plus, même en termes de legacy, c'est plus pareil. C'est pas comme si tu allais affronter John Jones. Donc, en fait, la seule chose qui peut le motiver, pour moi, c'est son fils. C'est dire je te dédie ça et voilà, je termine en apothéose. Pour moi, c'est la chose qui pourrait motiver Ouais, Ngannou. je pense que c'est impossible pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu de se mettre à sa place. Comme tu l'as dit, c'est littéralement la pire chose qui puisse arriver à un homme. Et voilà, on a l'impression qu'il a besoin, ce qui peut se comprendre, d'avoir des choses sur lesquelles se concentrer, vraiment mettre toute son attention pour ne pas être dans une spirale négative et retomber dans ce qu'il a vécu. Donc, sur cette base-là, on doit partir du principe qu'il viendra bien préparé et avec une hargne voilà, d'offrir ça à son défunt fils. En fait, justement, par rapport à ça, juste pour finaliser ce sujet, Eric Nicksick, donc celui qui entraîne Francis, expliquait que il était vraiment pas bien du tout. Et donc, du coup, quand les week-ends, il n'y avait pas d'entraînement, il allait quand même voir Eric et il demandait s'il pouvait rester avec eux ou passer du temps avec eux. Et donc, il expliquait, il a dit, écoute, moi, je sais qu'il a besoin d'avoir son esprit qui est occupé. Donc là, maintenant, on travaille à fond sur ce combat parce que sinon, bah, tu es tout seul avec tes pensées et donc c'est vraiment pas évident. Mm. J'ai vu les interviews qu'il a données aussi avec Joe Rogan, maintenant il est passé Diary of a Diary of a CEO. CEO. Incroyable, incroyable. Donc, et on le voit, il est ému. On voit Francis C'est dur. pleurer. C'est dur. Enfin, un gars comme ça, enfin Francis, quoi, qui est passé par les trucs les plus fous que tu as entendus, que ouais, voilà, s'il est ému comme ça, c'est que c'est extrêmement dur. Donc, Ouais, mais j'espère vraiment, je serai de tout cœur avec lui et je suis impatient j'espère vraiment que ça va se passer. D'ailleurs, je voulais te poser la question, est-ce que tu crois quelle devrait être la stratégie? Est-ce que tu crois qu'il doit faire jouer la lutte? Est-ce qu'il doit aller au brawl? Qu'est-ce que tu vois? moi, je pense là où Renan est très très fort, c'est à la distance de bras tendu. Vraiment, il a une très bonne précision avec son bras arrière, même avec son jab. Il est capable d'éteindre les lumières, puisque tu disais tout à l'heure que Renan n'a pas la puissance de Ngannou. C'est très vrai. Néanmoins, tu n'as pas besoin de la puissance de Ngannou pour mettre KO à quelqu'un. Si tu as, si 75% de sa puissance, c'est amplement suffisant pour mettre des KO, tellement Ngannou est puissant. Et je pense que Renan se trouve à cet endroit-là. Il n'est pas aussi fort physiquement, mais il est suffisamment fort pour éteindre les lumières de quiconque, particulièrement de quelqu'un qui sort d'une multi-commotion, même s'il aura pris Je du crois temps qu'il pour a 11 revenir. KO, non? Il a 11 KO sur 13 victoires, dont 8 au premier round. Donc il commence fort ses combats et il est dangereux à sa distance de bras tendu, qui est à une fenêtre plus éloignée que celle de Francis. Donc Francis, avec son virage vers la boxe anglaise, je pense qu'il a vachement bossé là-dessus. Je le trouve meilleur debout. Mais là où les précédents adversaires de Renan Ferreira ont trouvé du succès, que ce soit Goldstoff dans sa défaite ou que ce soit les défaites, notamment contre Ante Delia de Renan Ferreira, c'est plus avec la lutte. On a vu un Ngannou très bien utiliser sa lutte dans le 3e, 4e et 5e dans le 3e et 4e round contre Cyril Gane. Le 5e round, c'était Cyril qui avait initié cette partie-là. Donc, je partirais du principe que c'est plus dans le département de la lutte et du grappling qu'il a une plus grosse carte à jouer. Néanmoins, je le vois aussi dominant debout. Là où il va devoir faire gaffe, c'est sur le début du combat. Je pense que la puissance de Ngannou se traduit beaucoup mieux dans le 2e et 3e round que celle de Renan Ferreira. Donc voilà, être un peu prudent, vigilant sur le début de combat.
éventuellement déjà travailler avec de la lutte pour fatiguer. On a vu un Francis qui était très bien d'un point de vue cardio sur son combat contre Fury. Donc je pense qu'il peut aussi jouer un peu là-dessus sur le fait qu'il est très durable, il a une expérience à haut niveau et, euh, et voilà, il faut faire gaffe aux forces de son adversaire. Tout simplement, c'est un opportuniste. La plupart de ses victoires, c'est par des finishes. Il a une défaite qui a été en overturn aussi à la décision. Donc plus tu vas durer dans le combat, plus tu vas le pousser un peu dans ses retranchements. Donc, et puis ça reste des poids lourds, donc il faut être très attentif. Voilà, comme je le disais, à ce bras arrière que tu vois pas venir. Il a vraiment un très bon timing dessus, une bonne précision. Il sait comment l'envoyer, il sait quand l'envoyer, que ce soit en contre ou en faisant un setup pour le placer. Donc voilà, il y a des réels dangers, mais en Francis à 100% est quand même large favori dans ce combat. Mais tu crois qu'il arrivera à le maintenir au sol? C'est plutôt ça, peut-être l'amener au sol. J'ai l'impression que ça peut le faire, mais Ferreira me semble être un jiu-jitsuka classique brésilien, pas spécialement de l'ère moderne, tu vois, de quelqu'un qui a évolué depuis 2010, quelque chose comme ça, où il accepte un peu le dos et une fois qu'il est sur son dos, sa première vision, c'est plutôt les soumissions. C'est pas spécialement les renversements ni se relever. On le voit contre Ante Delia, il est prêt à rester sur son dos. Et donc je pense pas que ce serait un problème pour Ngannou, de par son gabarit, de le maintenir au sol. On a vu qu'il en a été capable contre Cyril. Il y a encore plus de 2 ans de travail. Je pense que même avec son détour en boxe anglaise, il continue à un tout petit peu alimenter son MMA. Il y a Nick Sick dans son coin. Non, je pense qu'il serait capable de l'amener et de le maintenir au sol le temps qu'il faudra et peut-être de le finaliser debout. Ça reste une Ngannou. ouais. Je pense que le finish debout, c'est ce qui est le plus probable. Je suis impatient de voir ce combat, mais je vais être super nerveux. J'avoue, Ouais. je vais pas être bien pendant ce combat. Comme tu l'as dit, rien contre Renan Ferreira, mais ça, c'est le genre de combat où je pense que la terre entière sera à 100% derrière Ouais, Ngannou. c'est ça. Non, ce serait une très belle manière de pouvoir finir ces chapitres et dire OK. Par contre, peut-être un petit combat. Faut peut-être dire aux Saoudiens s'ils veulent faire un petit John Jones contre lui, si jamais il gagne de manière spectaculaire, je crois que ça peut être le combat Ouais, incroyable. je viens de lire là que John Jones avait commenté sur Instagram qu'il allait prendre sa retraite après son combat contre Stipe. Maintenant, on sait ce que l'argent peut faire. Donc, je ferme pas cette porte. Si les Saoudiens sont chauds et mettent les billets, je crois que le PFL sera les premiers à accepter. PFL, ils ont déjà laissé la porte ouverte maintes et maintes fois dans plein d'interviews et je pense qu'ils sont sincères quand ils le font. Dana White a dit pour la toute première fois qu'avec l'argent qu'il y a via Turquie, il n'est pas complètement fermé à l'idée. Et je pense que Ouais. voilà, Ngannou et John Jones accepteraient aussi. Ngannou, par défaut, je crois qu'il accepterait. John Jones, je pense qu'il faudra allonger les billets et il accepterait parce que tu imagines toute la coke qu'il pourra acheter avec. Pour sa retraite, il sera bien, tu vois. Ok, ok, ok. Ok, Ça va. on essaie de finir sur un côté un peu plus marrant et on va passer au deuxième sujet. C'est Mokaev, le cas Mokaev. On n'en a pas discuté ensemble. Donc, Mokaev qui est invaincu dans sa carrière professionnelle, qui était invaincu dans sa carrière amateur, qui est invaincu par conséquent à l'UFC, qui est sur une victoire, enfin qui est que sur des victoires, mais qui est sur une victoire contre Manel Kape, qui, voilà, on retient pas spécialement la prestation. L'UFC le vire sur des raisons qu'on ne connaît pas très très bien. Et là, Mokaev a posté sur Instagram des gants. La Sueur a fait une très belle investigation. Il semblerait que ce soit les gants du Brave, ce qui fait sens parce que c'est par là que Mokaev est venu. C'est là où il a fait ses débuts professionnels. Qu'est-ce que tu penses toi de cette news? Assez décevant? Catastrophe. Ouais. Pour moi, c'est une catastrophe. Pour moi, c'est une catastrophe parce que déjà, la division est pauvre. Elle n'a pas de visibilité, elle n'a rien. Et maintenant qu'il y a un gars qui est invaincu, ouais, bon, c'est pas le style le plus spectaculaire, mais bon, quand même, il y avait des histoires à faire avec lui. Et bah, si on en croit les rumeurs, c'est des rumeurs, ce serait aussi dû au management. Et bon, il y a le fait qu'il fasse des problèmes, etc. Mais on le sait, tu peux juste faire des problèmes quand tu es une grosse star, mais pas avant. On vient Donc, de du coup, parler de John Jones justement, donc. ouais, voilà, lui bah voilà, et s'il avait fait le quart de ce que fait John Jones, c'était plus que ce qu'il a fait, et pourtant il est dehors. Mais je crois que en fait, je crois qu'ils ont utilisé ça et ils ont joué leur pion sur plus long terme. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est peut-être que je me trompe, c'est juste une opinion, bien sûr. Mais ce que je vois, c'est plus l'UFC qui envoie un message à d'autres personnes et pour avoir beaucoup plus de levier de pression, Mhm. les prochaines fois, ils vont négocier.
ah, c'est vrai, tu veux pas ces conditions-là? Bah, t'inquiète, on en a déjà viré des comme toi. Et là, maintenant, ils ont déjà enfin, une jurisprudence. Ils l'avaient déjà, c'est pas la première fois qu'ils virent quelqu'un, mais là, maintenant, c'est quelqu'un, ils ont sorti quelqu'un qui était invaincu, qui était dans une division qui en avait vraiment besoin et ils l'ont quand même Aux jeté. Donc, portes du coup, c'est du vraiment title bien. shot, hein, honnêtement, sur cette C'est victoire, ça. les gens auraient pas pété un plomb en disant c'est injuste qu'il ait son title shot parce que là, t'as Pantoja qui est vraiment seul au sommet et t'as Mhm. Terra et Mokaev qui étaient en lice, éventuellement Royval. Donc ouais, tu jettes littéralement un prochain title contender, quoi. Et c'est typiquement, ça se passe beaucoup plus aux États-Unis, cette technique du fou, où en fait, Hmm. tu te retrouves à un interlocuteur où tu ne sais pas quel va être son prochain move et de ce dont il est capable, donc tu respectes beaucoup plus sa parole. Et en fait, on le voit avec Donald Trump, c'est un très bon exemple. C'est ah bah vous voulez pas faire ça, bah alors moi je vais faire ça, et tu sais jamais si c'est vrai ou pas. Donc du coup, tu préfères rentrer à la table des négociations en ayant un levier qui est plus désavantageux. Mais et c'est ce que je pense que fait l'UFC. Ils ont dit, on va prendre quelqu'un qui est pas tellement important, qui ramène pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de visibilité, mais qui va nous permettre, enfin, à part de résoudre ce problème-là, de aussi, à l'avenir, pouvoir dire, ah, bon, bah, ok, bah, on l'a déjà fait, vous inquiétez pas, bah, on vous sort. Parce que le pire, c'est que je sais plus qui était le coach, mais c'est pas un random, c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'expérience. J'ai oublié qui c'était. Peut-être que tu peux m'éclairer. C'est qui? Le manager, pardon, le manager Ouais, de. je sais qui, je sais Mais plus. en tout cas, ce Mais que je oui, veux dire par là, c'est pas, voilà, c'était pas son seul combattant à l'UFC. ah non, non, c'est ça, c'est ça. C'est que c'est pas un gars qui venait du Caucase et qui avait un seul combattant et qui espérait pouvoir le faire. Non, non, C'est il en a Tim plusieurs. Simpson. C'est ça. Ouais. Et il avait qui? Je sais plus qui est-ce qu'il avait. Il a deux, trois noms qui sont vraiment pas mal. Mais donc voilà. Ouais, c'est une situation compliquée, mais je te rejoins complètement et je trouve que c'est une bonne analogie. Le fait de, tu bluffes mieux quand tu as déjà fait ce que tu bluffes par le passé. C'est ça. C'est un peu C'est ça. comme en MMA, ton adversaire va plus mordre à tes feintes si tu l'auras déjà fait mal avec la frappe que tu feintes. C'est ça. Et donc ici, ouais, c'est peut-être ça le move de l'UFC, c'est d'ailleurs, c'est dans la même période où tu sens, as le recours collectif qui revient à la charge. On pensait que c'était complètement oublié, et maintenant en fait c'est relancé. Le juge a rebalancé le truc, et donc il pourrait avoir de Je nouveau, suis choqué qu'on n'en parle pas plus de ça, pardon. de Mais nouveau. là, Hein, en fait, et ouais. ça aussi, c'est un coup de, je pense que c'est un coup de Dana White. Tu vois que Dana White, il cancelle certains médias qu'il n'aime pas, ou des médias Je vais qui ont en mal parler. parlé ou critiqué ou qui parlent justement de cette affaire-là. Et je pense que par conséquent, ben, certains médias se disent ah, si je veux encore aller à l'UFC, il faut que j'évite ce sujet, il faut que j'évite ce sujet, il faut pas trop que je crache sur Dana White. Et donc il y a un petit manque d'intégrité qui se crée. Et par conséquent, ben ouais, à part des Eric Magrasken, John Nash et ce genre de journalistes totalement indépendants qui s'en foutent d'aller sur place à l'UFC, personne n'en parle. Et comment il s'appelle aussi, Luke Thomas Eloigné. qui couvre ça, et Eloigné Eloigné. évidemment qui est réputé pour être anti-UFC. Non, non, pas anti-UFC, anti-Dana Ouais, White. anti-Dana White. Ouais, anti-Dana Ouais, White. Mais, juste. donc là, je suis en train de regarder comme ça, le manager de Mokaev, il a notamment Leon Edwards aussi. Ah bah oui, bah voilà. Max Holloway, Ok, ok. voilà. Moi, c'est ce que je disais, c'est pas un gars qui sort de nulle part, quoi. Non, 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 vraiment pas. Edwards Holloway, c'est assez lourd quand même. C'est assez lourd. Ouais, voilà. Euh, Donc, euh, donc voilà, moi, c'est pour finir là-dessus. Il a mentionné dans son tweet, voilà, l'objectif reste toujours le même. Et mhm. on ne sait pas très bien s'il sous-entend d'être champion de manière dans enfin, en MMA, mais peut-être ailleurs, ou alors s'il essaye de dire non, je veux toujours être à Ouais. l'UFC, mais je trouve ça triste. Je trouve ça vraiment triste. Ben, seul lui et l'UFC connaissent les vraies raisons de son départ. Si c'est Et encore, peut-être même pas comportemental, lui, hein. tu vois, si c'est comportemental, honnêtement, je peux comprendre l'UFC. Après, tu as toujours ce truc de cohérence. Voilà, tu laisses McGregor et John Jones faire leur connerie, et puis tu as un Mokaev, tu le laisses pas. Voilà, c'est business is business, comme Mais on je sais dit. pas si tu Par sais, contre, je sais pas si tu savais, mais il a fait un truc qui était vraiment pas bien du tout. Et là, je comprends la part du UFC, mais par contre, c'est plutôt ces deux poids deux mesures où ouais. McGregor il peut balancer une chaise, faire un éclater tout et Et ça eux, ils passe. utilisent Et ça on en l'utilise mode. dans le Ouais, promo. c'est ça. Eux, ils l'utilisent en promo. Ouais. Et là, et ici, en fait, ce qui s'est passé, si je me rappelle bien, c'est que il dit Cap. à Cap, ouais, viens, on fait une photo, c'est bon. Et en fait, après, il lui donne un sucker punch, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est, il y a que Masvidal qui peut le faire à Colby. Tu vois. À Edwards. Le three piece and soda. Non,
Non, moi je parle de Colby quand. Ah oui, dans la rue. Par derrière, le sucker punch. Ouais, le sucker punch qu'il a donné. contre Edwards, c'est quasi un sucker punch aussi en Ah backstage. oui, non, il est avec les mains comme ça et puis. Non, c'est sûr. Donc voilà. Et donc c'est ça, c'est plutôt d'essayer de comprendre, mais de nouveau, c'est la division dont on parle le moins. Ouais. C'est un gars qui n'était pas flamboyant, enfin, daylight incroyable, etc. Enfin, voilà. Non, et par contre, je pense que effectivement, quand il dit l'objectif reste le même, c'est vraiment UFC. Il veut devenir champion UFC. Il avait fait une petite vidéo, j'ai pas regardé, mais j'ai vu les résumés où il disait qu'il était prêt à combattre gratuitement pour revenir à l'UFC. Donc, je pense là que son objectif, c'est vraiment Oh, prouver qu'il est juste trop fort pour en dehors de l'UFC et négocier pour re-signer à l'UFC. Et si c'est comportemental, tu peux vraiment avoir, j'ai pas envie d'utiliser le terme de prison, tu vois, mais bonne conduite, tu vois, tu prouves que tu es capable d'avoir une bonne conduite dans une autre promotion, que tu es facile à manager dans une autre promotion. Je crois que le Brave et l'UFC, ils ont certains contacts, notamment via l'IMMAF, et donc je pense qu'en étant au Brave, il peut vraiment prouver aux gens du Brave que, bah voilà, maintenant c'est facile de le gérer, qu'il a toujours le niveau pour être potentiellement un futur champion à l'UFC, et que le Brave en touchant mot en disant, ben voilà, il a fait 3 combats chez nous, très facile à manager, reprenez-le, tu vois. Et ouais, ça. voilà, Dana White a déjà banni des gens et effectivement, il est jamais revenu sur ses paroles. En parlant de Sucker Punch, on pense à Paul Daly qui avait frappé Koscheck après le bip et puis du coup, il s'est fait bannir de l'UFC, il n'y est jamais revenu. On a déjà vu aussi Dana White laisser partir certaines personnes et puis les reprendre. Enfin, Dana White / l'UFC. Ok. Ouais. Bon, le terrain glissant maintenant, on va parler de Iman Khelif. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir le petit, J'ai adoré ta vidéo. la petite vidéo que j'ai faite. Alors, Ouais. ici, j'aimerais quand même J'adore. refaire un disclaimer parce que je voyais qu'en commentaire, les gens n'arrivaient pas à comprendre. Moi, le débat que j'avais fait, c'est euh, était-il logique qu'elle participe aux JO? Donc, c'était pas, je remettais pas en question les règles des Jeux Olympiques. Je disais par rapport aux règles émises par les Jeux Olympiques, est-ce que c'est logique qu'elle y participe? Maintenant, je vais te laisser rebondir un peu sur cette vidéo-là si tu veux que ce soit le point d'entrée. Et puis, on peut Ouais. éventuellement partir sur le débat de est-ce qu'il doit y avoir une règle par rapport à ce cas rare? Mais en fait, c'est ça, c'est que, bon, voilà, moi, je t'avoue, j'ai été un peu choqué par euh, le déferlement de haine qu'elle a subi, alors que techniquement, elle fait son taf. Mhm. Et je dis bien elle, et c'est ça qui m'a choqué, c'est que moi, à la base, lorsque j'avais eu l'information, on avait parlé d'un homme trans qui était devenu femme. Et donc là, pour ça, c'est sûr et certain, je crois qu'il y a personne, enfin, de normalement constitué qui aime les sports de combat qui va dire c'est acceptable. Jamais. Mhm. Jamais, avec la différence au niveau des os, au niveau de l'ossature, au niveau de la puissance. Enfin, voilà, c'est juste pas possible. Donc, du coup, là, j'étais choqué. Et puis après, j'ai appris, non, elle est née femme. C'est une femme. Mhm. C'est une femme qui a, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, je suis pas spécialiste, mais dérèglement hormonal ou avec une quantité plus élevée. Un de DSD, certaines- ça s'appelle, ouais. Voilà, bah là, du coup, c'est ça. Et donc là, je crois qu'on n'a pas, nous, les compétences, et encore moins les gens qui critiquent pour pouvoir dire ça, c'est bien ou ça, c'est pas bien. Il y a un comité olympique qui dit des règles qui ont été étudiées et qui disent cette femme peut participer. En plus, comme on l'a dit, cette femme a perdu contre d'autres femmes. C'est pas qu'elle est en train de tout défoncer et que voilà, on sait pas trop quoi faire. Et même si c'était le cas, c'est possible qu'il y ait une femme qui ait un avantage physique. Par exemple, il y a personne, je crois que c'est toi qui avais donné cet exemple-là, qui disait voilà, Ngannou, on va pas lui dire. Il y a des gens qui ont des mutations X, Y, Y et qui sont beaucoup plus violentes et beaucoup plus puissantes, ou je sais plus toutes les implications que ça a. Il y a personne qui va dire ah non, tu peux pas combattre. Mhm. Donc du coup, pour moi, c'est plus quand c'est à des professionnels de pouvoir juger. Écoutons les professionnels. Les professionnels disent elle peut participer. Et pour moi, le fait qu'il y ait toutes ces personnes qui s'en mêlent d'un point de vue politique et qui essayent de mettre quelque chose et d'enlever la partie sportive, c'est plutôt ça qui me dérange. Parce qu'au final, il n'y a personne qui s'y connaît en hormones et qui pour pouvoir juger là-dessus. C'est tellement complexe. Tu vois. C'est l'un des nombreux problèmes, je trouve, de cette situation. C'est tout d'abord, tu as des gens qui sautent sur l'occasion pour donner leur avis. On parle même d'Israël Adesanya, qui, je sais plus ce qu'il a tweeté, mais les hommes ne devraient pas combattre des femmes. Excusez, hein. Donc, Il s'est excusé. ok, mais tu as quand même ce problème aujourd'hui où les gens lisent un bête article, ils vont pas vérifier la crédibilité de la source.
ils, C'est ça. ils sautent vers la conclusion et ils en font un tweet agressif envers la personne qui est un humain. Comme tu l'as très bien dit et tu as très bien introduit, elle n'a rien fait de mal. Elle est née comme ça, elle a été déclarée femme, elle a été éduquée comme une femme, elle a toujours combattu dans les compétitions de femmes. Personne n'a jamais remis ça en question jusqu'à l'année passée. Et effectivement, là, j'ai lu de plus en plus d'articles qui remettent un peu en cause aussi l'intégrité de l'IBA qui avait empêché Iman et l'autre combattante aussi, de participer au championnat du monde. Mais confidentialité, ils ne peuvent pas en parler. Il y en a un de l'IBA qui est allé sur la BBC et qui a dit qu'effectivement, il y avait des chromosomes XY dans les tests qu'ils avaient faits, mais on n'a aucune information sur la validité des tests, sur la précision des tests. Et d'ailleurs, dans les commentaires de la vidéo que j'avais faite, il y avait pas mal de gens qui disaient, déjà les spécialistes, il n'y a pas de consensus par rapport à cette situation. Donc c'est extrêmement compliqué déjà pour les spécialistes, pour les experts qui font des études par rapport à ça et qui sont proches de la situation. Alors qu'est-ce que nous, qui lisons juste des bêtes articles sur Twitter ultra vulgarisés, on va aller donner notre avis par rapport à ça? La réalité, je pense qu'aujourd'hui, selon les règles de la CIO, elle peut participer aux Jeux Olympiques. On doit s'en tenir à ça. Maintenant, est-ce qu'on veut pousser la question plus loin en disant, voilà, dans ce cas de figure, avec des femmes qui ont des chromosomes XY ou qui ont un taux de testostérone plus élevé, est-ce qu'on veut les empêcher de participer, oui ou non? Parce que Mais les la question pour dispositions... moi, il y a personne. Vas-y. Pardon, sorry. Je rebondis par rapport à ce que tu dis. Il y a juste une question que je me pose, c'est que j'ai jamais entendue, c'est OK. Pour moi, tout le monde doit pouvoir faire du sport. Je suis Tout le monde. 100% d'accord. D'accord? Il y a pas quelqu'un qui va dire ah non, mais toi, tu as ce type d'hormones, alors tu peux pas faire de sport. Exactement. Ça n'existe pas. Donc, pour moi, la question, c'est dans quelle catégorie est-ce que tu vas faire du sport? Donc là, elle est née femme. Et on dit non, c'est une catastrophe si un homme tape une femme, donc elle, soi-disant, ne pourrait pas taper d'autres, alors qu'elle n'est pas née homme. Mhm. Mais alors, ça voudrait dire quoi? Qu'elle doit participer dans la catégorie des hommes? Non. Et que des hommes vont la taper? Non. Bah, tu vois, ou alors on lui dit, tu peux participer, tu peux plus jamais participer à un sport parce que tu as ce type d'hormones. Ouais, ou tu peux juste combattre contre des cas de figure comme le tien qui sont extrêmement rares et donc vous allez 2 ou 3 dans votre Oui, catégorie. alors on crée 3e, 4e Ouais, et c'est haute ça. division. Oui, parce que franchement, alors tu crées des catégories, même chez les hommes, tu devrais subdiviser en catégories de poids et Ouais. catégories de taux de testostérone, par exemple. C'est impossible, ça. on part nulle part. Parce qu'en fait, les prédispositions, tout le monde en a. Alors, si je fais l'avocat du diable, naître homme, naître femme, c'est une prédisposition. Pourquoi est-ce qu'on fait pas du sport mixte? Bon, là, je fais vraiment l'avocat du diable. Bien sûr. Mais je pense que cette séparation, elle est complètement logique. Je vais poser une question très simple. Est-ce que c'est pire qu'un homme se fasse taper par Ngannou ou qu'une femme se fasse taper par Iman? Ah, non, la haine gagne tous les jours. Mais tu vois, comment est-ce qu'on va contrer cet argument? Je pense que là-dessus, c'est difficile d'avoir un contre-argument par rapport à Iman. Alors oui, elle a une prédisposition, elle a trouvé sa voie. Et est-ce réellement dangereux? Comme tu l'as dit, elle a maintenant une 50aine de combats, elle a encore rien fait de... Enfin, il n'y a personne qui a été gravement blessé suite à un combat face à Iman. La pire, c'est l'Italienne qui apparemment a le nez cassé. Ce qui est un classique en boxe anglaise quand même. Oui, c'est ça. Non, et le pire, il y a un autre truc aussi, c'est je me dis, j'aime pas non plus cette partie où on dit, voilà, on va baser notre jugement en fonction des résultats. Mais admettons que la Mhm. personne elle soit douée, alors elle aura juste le droit de perdre. Parce que si jamais elle gagne souvent, alors on va dire, bah, ton avantage, tu peux pas participer. Donc alors on va lui dire, bon, bah, t'as ça, on t'accepte tant que tu perds. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, il y a un mot que j'ai appris et que je remarque de plus en plus et qui est assez spécial, qui c'est ultra-crépidarianisme. C'est la capacité des gens à donner des opinions comme des experts alors qu'ils ne sont pas. Ah, merci, j'adore ce terme. Ouais. J'adore ce terme Voilà. parce que c'est typiquement le monde dans lequel on vit. Et je trouve que c'est important justement de s'arrêter à ton niveau d'expertise quand tu exprimes une opinion. On va pas rentrer dans les termes techniques. Et encore une fois, oui, il y a un gars qui a dit sur la BBC qu'elle avait des chromosomes XY. Mais après, quand tu lis plus loin, tu as la CIO, donc le comité olympique, qui a dit ouais, mais on n'a aucune information sur ces tests. Déjà, le gars n'est pas supposé pouvoir dire ça publiquement parce que c'est quand même des données ultra sensibles desquelles on parle. Le fait qu'il les donne, quoi, on doit lui faire confiance alors que l'IBA a fait preuve maintes et maintes fois par le passé, apparemment, parce que encore une fois, là je suis en dehors de mon domaine d'expertise, mais quand tu lis certains articles rédigés par des gens qui suivent la boxe depuis longtemps, mais l'IBA, il ne faut pas trop leur faire confiance sur ce qu'ils disent. Donc voilà, la réalité, c'est qu'à un moment, en tant que sportif, quand tu vas participer dans une compétition, c'est aussi ta responsabilité de signer le contrat, de le lire, de savoir dans quoi tu t'engages.
Bien Et sûr. donc, si tu, en tant que boxeuse olympique, italien, français, peu importe, tu vas participer au JO, tu connais les règles, bah, tu sais que tu peux tomber sur quelqu'un, du cas de Iman Khelif, t'as signé, c'est ta responsabilité aussi d'accepter ça. C'est ça. Non, moi, c'est le souci que j'ai, c'est à la limite que tu ne saches pas, mais au moins va voir les sources fiables. Ouais. Juste ça. C'est que quand ils disent, c'est ça où il y a eu autant de haine, c'est parce que les gens ont dit, c'est un homme trans. Alors que c'est pas un homme trans, c'est une femme, c'est une personne qui est née femme et qui combat avec les femmes, tu vois. Donc voilà, et puis là maintenant on le voit, petit changement de sujet rapide, mais regarde ce qui se passe en ce moment au UK. Il y a des manifestations énormes de personnes qui disent que voilà contre l'immigration, les musulmans, etc. Parce qu'il y a eu 3 enfants qui ont été assassinés et tout le monde a dit que c'était un musulman qui avait fait ça et c'était pas le cas. C'était pas le cas. Et donc tout le monde, enfin il y a des manifestations énormes dans le pays sur base d'une fausse information. Ouais. Enfin je dis pas que c'est juste cet élément-là, mais l'élément déclencheur, c'est 3 enfants étant assassinés. Ils ont dit voilà c'est un musulman immigré, blablabla. Et arriver en bateau, je sais pas quoi, et c'était pas du tout le cas. Ouais, C'était pas le cas. aujourd'hui, tu n'as aucune conséquence sur ce que tu dis en ligne. Donc tu peux insulter, ouais, tu peux être très très méchant avec une personne en ligne sur base d'une conclusion que tu as tirée d'un faux article, d'une fake news. Et puis, si factuellement, imagine factuellement, on dit, voilà, des tests avec un consensus scientifique derrière, qui teste Iman et qui dit, ah ben non, il n'y a pas de chromosome XY chez elle. C'est une femme et c'est une femme-femme. Tous ces gens qui l'ont insulté, il n'y aura aucune répercussion. Je dis pas que c'est un problème, mais je pense que les gens doivent un peu remettre un tout petit peu en question, effectivement. Quand tu veux écrire quelque chose de si noir et blanc, qui attaque quelqu'un, vaut mieux t'assurer des faits avant. C'est sûr, c'est sûr. Enfin voilà, on va revenir de nouveau vers le positif. On va parler de. D'enfants morts, de personnes qui sont persécutées. Non, mais je pense que c'est un sujet important. Je sais que c'est un sujet, on marche sur des coquilles d'œufs, mais voilà, c'était important parce que c'est parti tellement, tellement loin contre elle que je trouve que c'est important qu'il y ait quand même quelques médias qui essayent d'aller en son sens ou de faire un peu appel à la neutralité. Alors je sais qu'en commentaire, il y a des gens qui vont dire ouais non, des femmes avec des chromosomes XY, c'est quand même injuste pour les autres. Voilà, c'est votre avis. Mais ça n'a même pas été prouvé. Non, et ça n'a même pas été prouvé. Mais c'est ça, ça n'a même pas été prouvé. C'est des rumeurs qui disent que. Ouais. Et le pire, c'est qu'elle va pas être là à nous dire ah bah regardez tout mon fichier médical. Enfin, non, on va pas rentrer dans la vie des gens comme ça. De toute manière, elle est née femme. Ouais, c'est ça. Et donc, je crois que ça a fait un buzz énormissime. Et donc ici, le but, c'était peut-être pas de relancer le débat, mais plus d'apaiser un peu la situation. Tout ce que je veux dire, attends, juste comme ça, on finit de manière pro. Ouais. C'est, on n'a pas, nous, ni les informations, ni la capacité pour pouvoir juger ce truc-là. La seule chose qu'on sait, et de manière sûre, c'est que le comité s'est penché là-dessus et qui a tranché, qui a dit, c'est une femme qui est née femme, elle a le droit de participer. Et là, moi, je dis juste, si vous avez un souci par rapport aux règles qui ont été établies, allez voir le comité et vous attaquez pas à la personne. Elle a rien fait. Elle a juste participé à des jeux. C'est tout ce que je voulais dire. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est très juste parce qu'encore une fois, est-ce que tu veux mettre une limite aux prédispositions athlétiques des gens? Et si oui, alors pourquoi on ne le fait pas pour des hommes aussi avec un taux des catégories par taux de testostérone? Ok. Ousmane, qui est notre nouveau champion après une très très belle performance. Ah non, Belal. Pardon, Belal. Je suis dans le futur. Non, Belal qui est notre nouveau champion. Welterweight, après une très très belle performance, s'est exprimé avec un souhait d'être relativement actif. Il veut recombattre en décembre, ça veut dire 4 mois plus tard, 4 mois et demi plus tard. Je trouve que c'est actif pour un nouveau champion. Donc respect à lui pour ça. Et il cite 2 noms, Shavkat Rakhmonov et Kamaru Usman. Qu'est-ce que tu en penses? J'adore. J'adore. Enfin, j'adore. Je parle pas des opposants, mais je vois un changement chez Belal auquel je m'attendais pas du tout. C'est comme s'il avait gardé tout ça. Il a dit attends que je sois au top, je vais tout vous rendre une par une, tu vois. Et franchement, Belal là maintenant, j'ai vu plein de trucs, des interviews, des moments où il va embrasser sa mère et qu'il revient avec la ceinture, les blagues qu'il fait avec Islam, etc. Franchement, le Belal champion, déjà il avait de l'humour, mais les gens ne savaient pas parce que bon, on lui donnait pas beaucoup de visibilité. Mais maintenant, il a un spotlight et franchement,
le Belal qui s'assume et qui remet les gens en place, euh, c'est mérité en fait. Mhm. C'est mérité. Il finit pas les gens, mais t'as vraiment décimé cette division. Il en reste plus beaucoup et maintenant il est prêt à s'attaquer directement. Alors qu'on sait que le rêve, bon, on sait que l'UFC maintenant n'aimerait ne pas avoir un champion. Enfin, ils aimeraient bien avoir un champion qui est beaucoup plus connu, plus populaire, ouais. etc. La seule argument qu'il y a eu en faveur de Belal, c'est que je sais pas si tu sais, mais lors de la remise de la ceinture, Belal a le record de plus de vues sur les réseaux sociaux de tous les temps. Ah, sérieux? Ouais, ouais, c'est Sérieux? Dana White qui l'a dit lors d'une interview. Ouais. Au-dessus de Sean Strickland et tout ça? Parce que Sean Donc Strickland, pour ça la avait fait même des soirée, vues de ouf, quoi. pour la même soirée, Waouh. pour la même soirée, il y avait eu, allez, l'autre anglais, Aspinall, qui a eu 6 millions de vues. Ouais. Belal en a eu 20, 21 ou 22 en même laps de temps. Ouais, énorme, énorme. Et donc, du coup, euh, il y a un truc qui me plaît, c'est que je trouve que le gars a pas été assez respecté pour des raisons évidentes du sport entertainment où il finit personne. Mais d'un point de vue, maintenant qu'il est champion, il pourrait dire bon bah là, je fais mon Ilia Topuria, on va voir si je te combats, on va voir si on fait ça. Moi, j'aime pas trop que les gens font ça, donc c'est pour ça que Colby Covington, t'es où? Ouais, c'est ça. Exactement, tu vois, genre, qui disent oui, je vais il a eu, c'est comme s'il disait oui, je vais monter de catégorie, je vais être double champ, il a même pas défendu. Bah, vas-y, calme-toi, respecte les gens un peu, tu vois. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis, là, le fait que Belal vraiment a l'attitude et il assure et dit je prends tout le monde et qui que ce soit. Et en plus, il a remis Kamaru en place. Je sais pas si c'est vrai les tweets que j'ai Ouais, vus, ouais, mais ouais. c'est ils sont salés. Donc, c'est ça que je me dis, franchement, j'apprécie parce que qui que ce soit, et je l'ai vu, il a pas fait comme plein de gens font maintenant. Regarde tout ce qu'a dû faire Merab pour avoir une chance au titre, et parce que on le voulait pas. Et là maintenant, lui, Attends, euh, ici, il y a quelqu'un qui avait commenté sur un de mes lives et c'était très juste aussi. On le voulait pas ou il le voulait pas. Il y avait Sterling qui était champion. Il voulait pas affronter Sterling. C'est ça qui a potentiellement ralenti son ascension vers le titre je aussi. parle de plus. Ouais. Pour moi, c'est plus Sean qui Oui. voulait tout le monde sauf Oui. Merab, tu vois. S'il pouvait Non, faire tout, non. et alors moi, J'ai le placé différemment. Sean voulait personne sauf Vera. ouais, c'est ça. Parce qu'il pouvait prendre Sandhagen aussi. Il a pas pris, tu vois. Il a pris Vera qui était encore derrière, quoi. Non, mais on sait que, alors, Merab, stylistiquement parlant, c'est quand même le plus compliqué pour moi, pour Sean. Et donc, du coup, j'ai adoré que Merab fasse autant de vidéos avec une copie de Sean partout. Je sais pas si t'as vu, il a vu un sosie. Et il fait que ça. Et je trouve ça juste énorme. Je trouve que Merab, il a, sans avoir de finish, est en train de devenir une petite star avec tout ce qu'il a fait avec les Mexicains, avec les vidéos de Franck, avec prendre la veste de l'autre. Franchement, Si t'es pas entertaining dans la cage, sois-le en dehors. Et je trouve que justement Ouais. Merab et Belal le font très très bien. Ouais. Enfin, moi, je trouve que Belal le faisait pas bien avant, mais depuis qu'il est champion, là, maintenant, il a pris une autre dimension. Ouais, je pense que là, il y a deux Vraiment, raisons. C'est un, on fait beaucoup plus attention, c'est beaucoup plus partagé. Je crois qu'il y a pas mal de passages sur des podcasts ou des petites vidéos qu'il a faites avant qu'il soit champion qui étaient vraiment drôles. Et deux, c'est ce qu'avait dit Daniel Cormier, je pensais. Quand tu es champion, tu gagnes 20% de niveau. Mais je crois que c'est pas seulement 20% de niveau dans la cage. Tu prends aussi C'est d'aura. 20%, voilà, tu prends aussi 20% d'aura, d'aura. ouais, Et ouais. un Belal avec une aura augmentée, ça nous donne un Belal qui est agréable à suivre. Ben là, du coup, Remember the fame. Ah ouais, parce que le pauvre, il a quand même eu moins 35 000 points d'aura quand il gagne contre Leon Edwards, et il y a DC qui dit félicitations Léon, mais ça c'est, non mais ça, et le pire c'est que son surnom c'est Remember the Name, c'est retiens le nom et il l'a pas retenu. Non, ça c'était exceptionnel, on peut pas l'inventer ça. Oh non. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis, moi, ce que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est qu'on le dit souvent, les champions, une fois qu'ils ont galéré à être champions, ils aiment bien étendre un maximum le temps où ils le sont parce qu'ils ont plus de sponsors, plus d'opportunités, etc. Et que Belal dise non, moi je viens et que qui que ce soit et je veux le terminer. Franchement, j'applaudis. Mais j'applaudis. Et là, il marque des points, pas chez moi en tout cas. Ouais, chez moi aussi. Mais il marque des points. Bah, Il marque des points. moi, c'est ce que j'appelle la mentalité de champion, paradoxalement. Il y en a très peu qui l'ont, cette volonté d'être actif en tant que champion, de pas bloquer une division, surtout dans une division dans laquelle les noms font sens, tu vois. Shafkat, Ouais. ça a du sens.
Jack Della Maddalena, ça aurait du sens. Yann Gary, ça aurait du sens. Et là, on va peut-être Ouais. discuter quand même. Ousmane, est-ce que tu trouves que Non, ça. pour moi, c'est le seul truc. Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est pas par rapport aux Ouais, opposants, ouais, parce ouais. que pour moi, Ousmane, ça a pas de sens. Mhm. Et c'est pas méchant, mais même ce que dit Belal, il lui dit, écoute, t'as du mal à te mettre à genoux ou un truc comme ça. Je crois qu'il lui a dit, pas méchant parce qu'on le sait, Ousmane a des problèmes aux genoux et voilà, il a vécu des guerres, il a fait énormément de choses et voilà, je crois que son temps est passé. Et euh, après avoir perdu, je crois que c'est 2 fois d'affilée maintenant. 3, hein. Attends, il y a pas de- trois Edwards, fois. Edwards, Ah oui, Khamzat. oui, c'est vrai, c'est contre 2 personnes, mais c'est Ouais, trois, c'est c'est ça. 3 fois, ouais, c'est ça. Allez, tu peux pas te dire, tu viens de perdre 2 fois au titre, et puis encore une fois contre quelqu'un qui était, je crois, classé 10, 11e au moment où il se bat contre lui. Après, de nouveau dire, t'as une chance pour le titre alors que t'as perdu. Enfin, Sa dernière victoire, c'est Colby Covington en novembre 2021. ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, je sais que Ousmane, voilà, comme il a été un champion dominant, il a été pound for pound, il a eu plein de choses. Je comprends, mais là, c'est trop. Ouais. Pour moi, en tout cas, perso, je trouve que c'est trop. Ouais, peut-être que si on m'avait dit, voilà, maintenant, il y a cette possibilité, s'il n'y avait pas eu Shimaev, ok, compliqué, mais d'accord. Ouais. Mais là, c'est trop. Non, Là, vraiment. je suis amplement d'accord. Il y aurait encore eu un argument s'il n'y avait pas cette montée. Après, voilà, il a sauvé une carte, il a pris en last minute dans la division supérieure. C'est un combat relativement serré. Il y a un argument pour donner l'égalité. Mais voilà, factuellement, quand tu regardes dernière victoire, elle remonte à tellement longtemps. Et je suis sûr, bon, là, j'ai pas commencé à faire les statistiques, mais sa dernière victoire, c'est en novembre 2021. Je pense que si tu regardes la série de victoires de Shavkat, de Jack Della Maddalena ou de Yann Ouais. Gary, sur ce temps, t'as un gars qui est à 0-3 et t'as des mecs qui sont probablement à 5-0 sur la même période. Ouais. Contre des vrais C'est compliqué. contenders, contre des très très bons contenders en plus. Donc, C'est compliqué. non, ouais, je trouve ça C'est compliqué compliqué, aussi. mais même lui, il lui dit, enfin, il disait, il prend tout le monde. Donc, Ouais. s'ils veulent mettre Ousmane, Oui, il prend de Ousmane. toute façon, si l'UFC décide Ousmane, ils décideront Ousmane. Mais je pense que Shavkat, c'est vraiment. J'aime bien parce qu'en plus, Shavkat, dans une interview, avait genre dit. Il avait répondu à Luke Thomas qui lui demandait est-ce que en gagnant contre Wonderboy Thompson, tu penses être le prochain pour le titre. Et il avait dit bah, je pense que je mériterai ma place, mais Belal le mérite aussi. Et j'ai trouvé ça très très beau. Ça, c'est C'est incroyable. tellement rare de voir ça. Et donc C'est ça. maintenant le fait que Belal call out Shavkat, je trouve ça très beau. Tu vois, c'est un peu genre tu m'as respecté dans une interview, moi je te respecte aussi. Et donc, j'avoue espérer que ce sera ce combat. J'aime bien le combat sur papier. Alors oui, je suis un plus grand fan de JDM que je ne le suis de Shavkat. J'aime beaucoup Yann Gary aussi, contrairement à la plupart des gens. Mais ouais, les 3 combats sont beaux, tout simplement. Ouais. Peu importe ce que tu fais, en Mais, fait, tu mets Belal contre un de ces 3-là et les 2 autres l'un contre l'autre. La division est magnifique s'ils arrivent à faire ça. ouais. Le seul truc qui manque à Belal, c'est un finish, quoi. Pour moi, c'est la seule chose. Ouais, il en a un contre Brady. Oui, mais enfin, on se comprend, quoi. Ouais. Pas de dire qu'il en a jamais eu, mais bon, c'est s'il pouvait, à ce moment de sa carrière où il s'assume, prendre un. Moi, je c'est pas le genre de gars qui va prendre des risques, mais ce qui est, il y a un truc dont on parle pas, c'est le fait que Islam voulait monter, donc là maintenant, bah, il veut monter en, En middleweight, ouais. Je sais pas si c'est sérieux. Enfin, je sais pas si c'est sérieux, mais là, j'ai un peu du mal à y croire. Je sais pas si. Bah, ça faisait Qu'est-ce que t'en partie de penses? nos sujets, donc tant mieux qu'on fasse une belle transition dessus. Je pense que Islam, c'est un très gros lightweight, mais le fait de monter en middleweight directement, tu sautes une étape. Et en plus, c'est pas que tu passes de flyweight à featherweight où tu te dis, ok, je passe de 57 à 66. C'est moins de 10 kilos. Là, tu passes de 14 kilos, quoi. Tu as une différence de Et 14 kilos surtout entre que les 2 divisions. déjà, lightweight à welter, c'était déjà C'est un gros, ouais, c'est un gros compliqué. changement. Ouais. Mais de là à middle, enfin, Dricus lui a dit gentiment, il a dit c'était gentil, mais gros, je t'éclate. Mais quoi, moi, tu vois. ce que j'avais dit, c'est que Israël et Adesanya, si je dis pas de bêtises, ils cut pas beaucoup. Et donc, je serais pas Mhm. surpris d'avoir un Islam Makhachev sans cut qui est pas très très loin du poids de Adesanya en combat, avec le côté opposition de style. En combat, je veux dire, si le combat se fait entre Adesanya et Ah ouais, ouais. Makhachev, le soir de ce combat-là, avec un Makhachev qui sera probablement aux alentours de 86 kilos, quelque chose comme ça, Israël Adesanya, il sera peut-être à 90, tu vois. Ce sera pas une grosse différence. Maintenant, contre un Mais c'est Dricus, bon, je déjà pense pour que ce que soit ouais, Dricus. non. Déjà Dricus, quand tu vois enfin, Non. qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Enfin, j'ai du mal à l'imaginer, quoi. Tu vois, il y Après, a des catégories, tu as voilà, raison. cette équipe-là, Islam, avec les Nurmagomedov et tout, ils sont quand même exceptionnels. Ils sont exceptionnellement bons. De là à créer une surprise en middleweight, je sais pas.
Surtout Non, mais sans attends, passer mais par la là, case welterweight. Moi, j'aimerais le voir. S'il le fait, tu vois, s'il veut le faire, en termes de probabilité, tu as l'UFC qui signe Ousmane Nurmagomedov, et comme d'habitude, tu as un peu ce passage de flambeau. Tu as Islam qui dit, OK, Ousmane, viens prendre ma ceinture, tu la combats, enfin, je la laisse vacante, tu la combats contre quelqu'un, et puis hop, tu deviens champion. On a quelqu'un de ouais. la famille champion. Fine. Si ton objectif à la place d'Islam, c'est d'aller chercher la ceinture middleweight parce que tu veux pas affronter Belal, prends un combat en welterweight pour avoir cette petite étape. Comme ça, nous, en tant que fans, on voit aussi ce que ça donne en welterweight, et puis tu montes en middleweight, parce que monter comme ça du jour au lendemain de lightweight Non, mais attends, à middle, ça fait beaucoup. mais ça fait beaucoup de conditionnels. Ouais, Là, je sais, là, je sais. c'est l'ordre du rêve, mais attends, si jamais, si jamais Islam battait, bon, Padricus, enfin, tu vois, mais même Prenons que Adesanya. Si Islam monte et non, qu'il mais, bat Adesanya, c'est historique. non, mais c'est même pas que c'est historique, c'est genre, là, on doit le mettre dans la catégorie des GOAT all-time, enfin, tu vois, qui fait un truc pareil, tu vois. Ouais. Sauter 2 catégories, battre une légende comme Adesanya, 2 catégories au-dessus, enfin, enfin, je sais pas, pour moi, c'est impossible, tu vois, c'est impossible. Ouais, j'irais pas impossible parce que. Très, 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 voilà. J'ai pas envie de dire impossible, mais très, très, très peu probable. Voilà, c'est plutôt ça que je veux dire. Ouais, ce serait une des dingueries de l'histoire du MMA, tout simplement. Mais est-ce qu'il dit pas ça mais c'est pas, je vois pas quelqu'un qui, enfin, ils sont pas comme ça dans leur team à faire des, des déclarations pour être encore dedans, comme le fait McGregor chaque 3 jours sur Twitter. C'est pas la première fois qu'on a ce genre de déclaration. On parlait de Kamaru Usman tout à l'heure. Il avait un peu call out Jan Blachowicz à une époque. Non, mais je parle plus de la team de Khabib. Oui, je sais bien, mais voilà, c'est effectivement, je pense. Ouais, si l'opportunité se présente, je pense qu'il le fait. Je pense sincèrement qu'il le teste. Ah, tu crois, ouais, vraiment, tu crois? Ouais, mais sous certaines conditions, comme je dis, je pense pas qu'il libère sa catégorie de poids sans qu'il y ait la présence d'Ousmane Nurmagomedov dedans. Donc, s'il le fait, c'est avec la garantie qu'il reste champion chez les lightweight. Et là, honnêtement, je vois le truc bizarrement. Tu vas aller en middleweight. Combien de temps ça va te mettre pour revenir chez les lightweight, redéfendre ton titre? Il n'est pas assez actif comme champion. Non, je Il crois est de qu'il nouveau reviendra blessé. pas, Donc, je crois. ouais, d'un point de vue réalistique, la probabilité que l'UFC l'organise, c'est bien en dessous de 1%. Et donc, la probabilité qu'il y parvienne et que ça se produise, c'est infime. C'est pas inexistant, mais c'est vraiment infime. Ouais, ça. Ouais, il nous reste un seul sujet, le dernier, la carte de l'UFC 308 qui a été annoncée. Je vais te faire un petit topo. Donc, Topuria contre Holloway, Whittaker contre Khamzat, la revanche Cyril Gane contre Volkov, Liron Murphy contre Dan Ige, Ankalaev contre Rakic, dont on devra parler. Et puis, il y a d'autres combats. Ah, Geoff Neal contre Rafael Dos Anjos. Il y a d'autres combats, mais ça, c'est vraiment les gros combats qui ont été annoncés. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tu le sais, moi, je suis ultra hypé par cette carte. Mais vraiment, je suis vraiment ultra hypé par cette carte. Ouais, voilà, moi, si je pouvais y aller, j'irais, tu vois. C'est quoi ce grand sourire que tu nous caches, John? Ah, je souris tout le temps, c'est pas exceptionnel. Mais voilà, moi, franchement, cette carte, je la trouve exceptionnelle. Monstrueuse. Voilà, je sais pas quoi te dire de plus. Le truc qui m'étonne le plus, c'est Ankalaev. Ouais, on va en parler. Ouais, franchement, voilà, par rapport à la carte, je pense que tout le monde sera d'accord. C'est un peu le consensus chez tous les fans de MMA. La carte est exceptionnelle. Topuria contre Holloway, selon Brian et moi, c'est le plus beau combat qu'on peut organiser cette année. Peut-être en dehors de Jones Aspinall ou Jones Pereira. C'est les deux qui feraient peut-être un peu plus de hype. Mais d'un point de vue vraiment compétence, stratégie, etc., très compliqué, voire impossible de faire mieux que Topuria Holloway cette année. La réorganisation de Khamzat contre Whittaker, je pense qu'on était tout chaud pour ce combat en Arabie Saoudite en juin dernier. Ça fait plaisir. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'annulation et donc on souhaite la meilleure santé à Khamzat dans sa préparation. Maintenant, on le dit spécifiquement un combattant. Ouais. Et on dit même plus tout le monde. On dit toi, fais attention. Ouais, toi, fais très gaffe. Là, il est à Paris, donc ouais, je sais pas s'il y a des risques à Paris, mais nettoyez bien tous les tapis. ouais, ça va. Là, on a le temps. On a 2 mois avant l'événement, donc s'il doit y avoir une couille, je préfère maintenant que à l'approche de l'événement. Et si Whittaker a demandé pour ce combat, je pense que c'est parce que dans sa tête, il s'était préparé à ce combat. Il se disait, j'ai quelque chose pour lui, je vais pouvoir le prendre. Donc ce combat m'intrigue de dingue. Gane contre
contre Volkov, on en a déjà parlé. Moi, j'aime bien. Je sais qu'il y a peu de fans qui aiment bien. Moi, j'aime bien ce combat. Et donc, Rakic, Surtout avec le nouveau Volkov, j'ai l'impression que Volkov maintenant est dans une autre dynamique qu'avant. Et donc, ouais, je suis content de voir ce combat. Rakic Ankalaev, quelle est ta théorie? Parce qu'on a un Alex Pereira qui est quand même actif comme champion. On aurait pu avoir Ankalaev contre Alex Pereira. C'était le combat qui faisait sens d'un point de vue sportif dans cette division des light heavyweight. Le fait qu'ils ne le font pas, quelle est la théorie? Est-ce qu'ils attendent? Pardon? Pour moi, c'est facile. C'est protection de Pereira. La star de l'UFC, pour moi, maintenant, c'est Pereira, tu vois. C'est protection à tout prix. Mais alors, ça, le seul gars, pour moi, le gars qui peut vraiment causer, enfin faire dérailler le truc, et en plus par un gars qui n'a pas vraiment beaucoup de hype, pour moi, c'est Ankalaev, tu vois. Soyons honnêtes, à part Blacko, il y a eu beaucoup de match-up favorables pour Pereira. Je dis pas que c'était des match-up faciles, pas du tout, c'était très compliqué, il les a fait, et incroyable, et waouh, tout ce qu'il a fait. Ouais. Mais je veux dire, il y a, stylistiquement parlant, pour moi, le plus gros danger, c'était Ankalaev. Mais ma question, c'est de la division, je parle de la division. Le protéger. Pourquoi et comment? Parce qu'en fait, là, tu vas faire Rakic contre Ankalaev. Si Ankalaev gagne, tu fais quoi? Tu le vires de l'UFC comme tu as fait avec Mokaev? Parce que c'est juste délayé. Donc, si tu veux le protéger, ça veut dire que tu as prévu quelque chose d'autre. Quel est l'autre combat pour Pereira? Alors, moi, j'avais mis quelques théories pendant un de mes lives. Théorie numéro 1, ils attendent Adesanya contre Dricus. Adesanya gagne, trilogie MMA en light heavyweight. Je pense, je vais dire un truc sincèrement, je pense qu'Adesanya se rebattra pas contre Pereira. Je vais dire, c'est ce que je pense, mais là, encore une fois, c'est une opinion. Je suis intéressé par le pourquoi de ton opinion là. Parce que je pense que quelqu'un qui te bat autant de fois et que la seule fois où tu l'as battu, franchement, regarde le combat, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais il était en train de lui défoncer sa jambe. Et s'il se précipite pas, ce qu'il fera pas la prochaine fois dans un autre combat, mais Alex le défonce pour moi. Donc, je pense que Israël Adesanya le sait, et c'est pour ça que lorsqu'il a gagné, il a dit ouais, c'est fini, j'ai gagné, blabla, etc. Et donc, c'est pour ça que je pense que si maintenant il perd encore une fois contre Pereira, c'est fini sa carrière. Tu vois, donc là, pour moi, Israël Adesanya a des match-ups qui peuvent être intéressants pour lui et qui peuvent le mettre dans la légende, comme par exemple Chimaev. Et son dernier combat, il l'a gagné contre Alex. Donc pourquoi est-ce que tu veux de nouveau refaire un truc où au mieux tu feras ce que tu as déjà fait? Et donc pour moi, tu dois essayer de venir vers des match-ups qui sont peut-être plus intéressants, avec des gros noms, et où tu peux de nouveau gagner la ceinture et revenir comme champion et terminer ta carrière. Ouais, après c'est ce que je pense. Hein, je suis d'accord. Après, les enjeux sont quand même énormissimes, mais je pense que Adesanya a un ego suffisamment grand que pour accepter ce genre de combat. Si tu prends Alex Pereira et que tu le bats, tu gagnes la trilogie MMA, tu es devant lui en MMA, et tu deviens champ, ce qu'il a essayé par le passé, et il a échoué contre Blachowicz. Ouais. Il y a des réelles raisons de le faire. Il y a des raisons de ne pas le faire. Un en light heavyweight. Je suis d'accord avec toi. Il y a des raisons de ne pas le faire, mais il y a des raisons de le faire aussi. Ouais, d'accord. En middle, mais en light heavyweight, mais gros mid. Ouais, je comprends. Et je dis pas que ce que tu dis, je suis pas d'accord. Mais je dis juste, regarde, là maintenant, il y a une histoire avec Dricus. Si jamais il gagne, c'est génial parce qu'il peut faire quelque chose d'exceptionnel. Il peut, après, fermer toutes les bouches en claquant Chimaev. Si jamais, parce que en fait, de nouveau... il a deux options après, en fait. Soit il ferme contre Chimaev, qui aurait gagné contre Whittaker, soit il prend Sean Strickland pour prendre sa revanche. Voilà, et prouver que c'était pas son soir et c'était le soir de Strickland. C'est ça. Donc il a des options. Pour moi, Pereira, les options sont Thomas Spinal, qui n'est pas une bonne option pour lui, mais bon, il peut être. Ouais, mais encore une fois, l'enjeu, tu vois, il y a des raisons de ne pas le faire, mais il y a une grosse raison de le faire, c'est la légende. Il peut cimenter à jamais le MMA et être la première. Goat des sports, hein. Goat des sports. Ouais, c'est ça. Presque. Ouais, ou en tout cas dans la liste. Dans la liste. Prendre 2 sports et être double champion dans l'un et triple champion dans les meilleurs trucs. Bah non, c'est ça va être difficile de trouver un contre-argument. C'est un pongiste qui vient gagner Roland Garros, quoi. Enfin, mais c'est ça. Je crois qu'il y a quelqu'un, un commentaire qui avait cité le nom de quelqu'un qui avait été très très performant dans 2 sports différents. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est rarement vu. Même en MMA,
Cerudo, voilà, médaille des JO, plus double champion qui défend dans les 2 catégories de poids en MMA. Cerudo fait partie de la liste des GOAT du sport. Ouais, Et c'est vrai. Pereira rejoindrait Cerudo dans cette liste s'il est triple champ, quoi. Enfin, pas triple champ. Donc, pour revenir, au combat, moi, il y a des possibilités, énormément de possibilités pour lui en heavyweight. Il y a certaines possibilités pour lui en light heavyweight. Et il y a Adesanya. Les certaines possibilités en light heavyweight, parce que là, clairement, t'as que le vainqueur Rakic Ankalaev à prendre. Ok, mais justement, imagine s'il n'y avait pas ce combat-là. C'est pour ça que je dis que c'est protection pour moi. S'il n'y a pas ce combat-là, c'est sûr c'est un Ankalaev qui prend. Ouais. Rakic ne peut pas être prétendant maintenant. Il doit gagner contre un Ankalaev pour pouvoir dire c'est bon, je l'ai. Donc, si on reprend là-dessus, même si tu donnes des cotes de 60-40 pour Ankalaev. Moi, je crois que 65. Pereira est favori contre Ankalaev. Ouais, vraiment? Ouais. Ankalaev, les gens pensent qu'il va lutter Pereira et tout. C'est quand la dernière fois que Ankalaev a lutté dans un combat? C'est il y a Je longtemps. pense qu'il n'a jamais affronté un gars du calibre, du striking de Pereira aussi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Moi, je comprends pas ceux qui veulent striker avec Pereira. Franchement, je comprends pas. Mais bon, Je comprends je veux pas. dire, ok, un petit peu, mais c'est pas là, tu vois. Genre, c'est comme Strickland. Moi, j'ai jamais compris ce qu'il a fait, tu vois. Vraiment, j'ai pas compris. Mais bon, soit. Pour revenir à Ankalaev, bah, même si tu lui donnes 60-40% de chance ou 65-35, même si tu veux, contre Rakic, bah, il y a quand même 35% de chance qu'ils ne doivent pas faire le combat, Ankalaev, Pereira, Ouais. et ils doivent faire Rakic. Alors, je vois beaucoup plus Bien sûr. Pereira contre Rakic que contre Ankalaev. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis protection de la star. On organise un combat qui est une sorte de demi-finale, qui pourrait diminuer les chances d'avoir un combat qui pourrait vraiment embêter Pereira. Ouais, après, en attendant, ça veut dire que ta superstar est un peu sur le côté. Mais voilà, ils peuvent potentiellement patienter. Moi, je pense qu'il y a d'autres plans, effectivement. Je pense que la dernière idée, c'est d'avoir Pereira contre le vainqueur de ce combat. Parce que, comme tu le dis, Pereira, c'est genre la superstar pour l'instant. Et tu vas préférer, en tant qu'UFC, le mettre contre un gros nom. Donc, dans les gros noms potentiels, comme on a dit, Adesanya, franchement, s'ils font ça, c'est le combat qui vend. Ouais, Adesanya qui remonte une nouvelle fois en light heavyweight, ce combat qui se refait dans une nouvelle division pour une nouvelle ceinture, enfin, tout le narratif autour est là. non, c'est vrai que c'est exceptionnel. En fait, franchement, je dirais, maintenant, quand je le vois, c'est vrai que je le vois comme ça, je me dis, L'UFC va vouloir, ouais, l'UFC va vouloir. Non, ils vont vouloir. Et franchement, avec toute la hype, maintenant, je pense qu'il y a un autre facteur, et c'est ça que j'étais en train de sentir en ce moment, c'est que là, maintenant, on a vraiment dormi sur Adesanya, quoi. Là, pour l'instant, personne parle d'Adesanya. Adesanya est pas. Enfin, même regarde, c'est un combat dans une Il n'y a semaine. pas de hype pour l'UFC Y a 305. rien, Alors, y a rien, la date est mauvaise. Hein. On sait qu'entre le 15 juillet et le 15 août, tout est D'accord. plus. C'est Adesanya. C'est Adesanya. On n'est pas en train de parler je sais pas moi, de Moreno, truc, tu vois. On parle d'Adesanya. Où il y a eu un bif avec le mot que je peux pas mentionner, où ils étaient en train de se prendre la tête avec le premier Africain, avec tout ça, blablabla. Et là, maintenant, il y a ce combat. Personne n'en entend parler. Personne. Quel Personne. combat? Voilà, c'est ça, tu vois. Donc je me dis. Pourtant, la carte est ouf. La carte est ouf. Ouais. J'ai re-regardé ce matin. Je sais. Ah ouais. Ouais. Il y a de quoi couvrir. Hein. Ouais. Bah, du coup, t'imagines, il y a ce combat. Adesanya, il doit sentir qu'il n'y a plus la même hype. Donc, tu viens de regagner cette ceinture, tu as quand même envie de ressentir un petit peu toutes les émotions, le challenge, le machin, etc. Donc, oui, c'est vrai, c'est possible. Je retire ce que je dis. Non, mais voilà. Je pense que l'UFC est dans une position confortable par rapport au choix de Pereira, qui, lui, va devoir accepter, puisqu'il y a des challenges dans tout, il y a des risques dans tout. Et le moins bon choix pour l'UFC, c'était clairement Ankalaev. Et je te rejoins, ça fait partie des challenges. Et en fait, c'est là où tu as le moins à gagner et le plus à perdre. Parce que Ankalaev bat Pereira, tout le monde va un peu en profiter pour casser Pereira. Ouais, ça n'a jamais été un bon champion. On lui a toujours donné des combats favorables, etc., etc. Alors que s'il perd en heavyweight, ma foi, les gens vont dire bah ouais, c'est normal, il a pris un gros risque, etc., Non, etc. Et s'il perd contre Adesanya, bah, Adesanya redevient une superstar, double champ, etc., etc. Ils peuvent même refaire encore la quadrilogie, j'en sais rien, mais voilà, il y a beaucoup à gagner pour l'UFC sur tous les combats qui sont autres que Pereira contre le vainqueur Rakic Ankalaev, parce que Pereira contre Rakic,
Ça va être un co-main event, ce truc. Non, j'exagère, mais tu vois ce que je... Vas-y, exagère pas. Le respect, mec. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, ça va être un jamais. pétard mouillé par rapport à la... Ah non, Pereira, pour moi, il va faire New York. Il va faire New York en novembre. Ah. Ouais, mais dans ce cas-là, Ouais, ouais, là, je pense que c'est ça. Ils attendent. ça dépend du combat là maintenant. Mais Enfin, donc, en s'il octobre. fait Non, novembre, c'est en d'office pas novembre, contre ouais. Ankalev, Rakic. C'est peut-être contre Adesanya. C'est peut-être contre Aspinal le même soir que John Jones contre Stipe. Et j'aimais bien cette idée, moi. Tu fais Aspinal contre Pereira le même soir que Jones contre Stipe. Là, en termes de Ouais, mais pay-per-view. vas-y, tu peux pas faire ceinture. Mais t'imagines le message qu'ils envoient s'ils font ça? Alors, C'est il y a l'UFC, la mec. ceinture, et puis la ceinture intérimaire, ils combattent sur la même Mais, carte. Mais bon, mais vous tu inquiétez fais pas, alors que les deux sont dispo. Mais Enfin, c'est tu n'importe fais un truc quoi, de fou tu parce vois. qu'en plus, genre tu fais co-main event, main event. Celui qui gagne le co-main event, il reste en bord de cage. Le gars qui gagne la ceinture en main event prend sa retraite, donc il laisse la ceinture vacante sur le tapis, il se casse de la cage, et là, t'as le vainqueur, Aspinal Mais ou non, Pereira, tu qui peux monte pas et mettre- qui dit hop, Mais non, j'ai tu peux été. pas mettre John Imagine Jones. Pereira, il gagne, il devient champion intérimaire dans le co-main event. 27 minutes plus tard, il est champion unifié parce que, parce que le champion a pris sa retraite. Mais le pire, c'est que. Ah putain, attends, l'ordre pour moi, c'est John Jones qui est main event, c'est sûr. Oui, c'est ça. Mais donc, tu gagnes le co-main event, tu deviens champion intérim, et 27 minutes après, le champion prend sa retraite. Et ben ta ceinture C'est intérim, ça. elle se transforme automatiquement en ceinture tout court. Tu sais, attends, mais t'imagines juste, j'imagine des scénarios là juste pour me faire plaisir, mais t'imagines si John Jones perd. Ah, Oh, mais parce qu'à chaque fois, tout le monde rigole et tout, enfin tu vois, mais bon, il y a quand même un pourcentage de chances qu'il perde et qui est non nul, tu vois. ouais, ouais, Donc, ouais. Et puis, là, Stipe, là, il doit prendre sa retraite mais en méga star, tu vois. ah ouais, ouais, la Stipe, casse-toi, prends ton bifton. Et waouh, mais le mic drop que Stipe fait là, c'est waouh. Ouais. Ah, mais c'est pour ça. Tu dois faire ça dans cette soirée. Si T'es t'as obligé, l'opportunité t'es obligé. si t'as l'opportunité de le faire, à la place de l'UFC, fais-le. En tant qu'organisation sportive leader, tu ne peux pas ne pas essayer ce scénario d'avoir Aspinal Pereira et John Stipe le même soir au Madison Square Garden. Tu dois essayer. Il n'y a aucune Non, raison mais de ne attends, pas est-ce que essayer. tu crois que... Ah, t'as déjà vu un moment deux personnes dans le même combat qui arrêtent en même temps Une double retraite? Ah, c'est une bonne question ça. pour une ceinture, tu vois, double retraite. Je pense que oui. Je pense que c'est arrivé une fois, mais je sais plus avec qui. C'était supposé arriver entre Joe Lawson et Donald Cerrone. Et ça s'est annulé le jour du combat. Ouais. Euh, Ce qui serait incroyable, c'est que Tony soit sur cette carte et qu'il arrête aussi. Mais en fait, tu vois, Juste pour dire, c'est bon, j'arrête, tu tu vois. pourrais faire un Jim Miller contre Tony Ferguson. Et les deux Et voilà, poseurs les deux gants arrêtent après. aussi, voilà. Ça, c'est Ouais. encore, tu vois, c'est un scénario acceptable. Ou Guida. Clay Guida contre Tony Ferguson. Et les Ouais. deux poseurs gants en même temps. C'est le dernier truc qui est... Et Ferguson, j'ai gagné, je continue. Ouais, mais c'est ça le truc. Ça, c'est typiquement quand tu parles de quand prendre ta retraite, c'est toujours ça le cercle vicieux de ah, je peux pas arrêter sur une défaite. Et puis tu gagnes. Ah, tu vois que je peux encore gagner des combats. Non, je continue. Et t'arrêtes jamais dans ce cas-là, tu vois. Non, je peux pas arrêter sur 12 défaites consécutives, c'est pas possible. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Ouais. Allez, Bah voilà. on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. C'était vraiment très cool. J'ai bien aimé. Ouais, franchement, il va être chouette ce nouveau format. Donc, hâte de voir ce qui nous attend sur les 7 prochains jours. Attends, Ouais. si jamais vous avez, pour tous ceux qui sont restés, donc merci beaucoup déjà. N'oubliez pas le like, etc. Blablabla. Mais si vous pouvez juste nous dire si vous avez des idées de noms pour ce format-là. Parce que bon, Ce main event. Ce main event. Bah du coup, dites-le nous en commentaire. Ouais, on est preneur évidemment. Ciao, ciao les gars. Merci John. Allez, ciao, ciao.